Voilà, il est exactement 12h33. Nous sommes avec vous en ce début de semaine. Jusqu'à la fin de la semaine, nous sommes déjà le 15 janvier. Dans un instant, on va recevoir Michel Mando. Bonjour. Bonjour. Il est président de la commission développement, culture et gestion du patrimoine et au conseil départemental. Et il a des choses à nous annoncer. Marie-Claude Pernel, réalisatrice, sera avec nous un peu plus tard. On parlera de cinéma avec elle et probablement d'un film qui va passer que Iman connaît. Bonjour Iman, quand même. Bonjour Daniel. Et on va terminer avec Anansa de Bouton, chroniqueuse du ZCL News, qui sera avec nous. Chris était prévu, mais il n'a pas pu être là. Et je vois donc son autre artiste qui est avec nous. Voilà, l'information, c'est avec Iman News. Oui, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler d'une exposition qui a eu lieu ce week-end, exposition sur le Coran, de façon à mieux connaître l'histoire de l'islam. C'était l'occasion de pouvoir en parler dans un hôtel sur le Gosier. On reviendra sur la remise de diplôme pour les donneurs du sang régulier, une façon de les encourager et de les remercier pour leur participation qui est très utile à la vie. On reviendra sur le lancement des rondes vertes sur Petit-Bourg. C'était un rendez-vous sportif qui a eu lieu ce week-end entre randonnée, balade en VTT, marche, trail. C'était ouvert à tous. On reviendra sur cet événement ainsi que sur la 70e édition du Rhône Trophy, donc sur une affaire de radiation. On parlera de cette affaire qui est loin d'être terminée. Peut-être qu'on parlera du carnaval avec un événement qui s'est déroulé en marge des boulets. On vient d'abord sur l'exposition sur le Coran qui a eu lieu ce week-end, donc avec une association qui permet de mieux comprendre l'histoire du Coran, d'avoir une exposition immersive et de comprendre de façon plus large les connaissances liées à cette religion. On va voir un reportage de Vianney Valverde. Nous organisons cette exposition pour la découverte de l'islam aux Guadeloupéens. Notre but initial, c'est en fait c'est de dissiper les mauvaises compréhensions vis-à-vis autour de l'islam, autour de le nom de l'islam. C'est une fierté pour moi d'être là aujourd'hui en tant que musulman parce que ma famille est chrétienne et lorsque moi je me suis penché vers l'islam, ça m'a touché. Et c'est pour ça aujourd'hui je suis là à cette exposition pour partager ma foi avec certaines personnes qui viennent et discuter avec eux, quoi. L'islam est une religion de paix et d'amour et nous, justement, notre objectif aujourd'hui, c'est de propager l'amour et les enseignements véridiques de l'islam. Ici, aujourd'hui, nous avons en fait différents versets coraniques qui sont mentionnés, donc quoi, on a les explications sur la paix ou sur l'harmonie entre les êtres humains. Je veux dire mon peuple guadeloupéen que venez être comme dit, curieux, viens voir, poser des questions. Au lieu de juger, de dire beaucoup de choses, quand on va à la télé, l'islam télé et l'islam que moi je pratique, c'est deux islams différents. Alors venez vers nous, posez-nous des questions, on fait des échanges entre nous et voilà quoi. Allah dit dans le Saint-Coran, là, il n'y a pas de contrainte en matière de la religion. Donc, il n'est pas venu forcer le message, mais en expliquant la sagesse. Donc, du coup, aujourd'hui, ici, vous avez 41 traductions de ce message qui sont exposées aujourd'hui, que les visiteurs peuvent venir admirer. Voilà, donc cette exposition permet de découvrir un peu plus et d'élargir les connaissances sur le Coran et sur l'islam. C'est une façon de découvrir sa paix intérieure à travers la spiritualité. On va revenir sur la remise de diplôme qui a eu lieu sur Trois-Rivières, permettant aux donneurs du sang d'être récompensés pour leurs dons réguliers. 20 donneurs de la région du Sud-Basse-Terre ont pu recevoir cette récompense. On se rappelle que le sang, vraiment, il n'y a pas d'alternative à la transfusion et qu'il est important de donner son sang. On voit un reportage d'Olivier Mouradel. Ce matin, nous récompensons les 20 donneurs de la région de la Basse-Terre pour leur remettre, au nom de l'établissement français du sang, des médailles et des diplômes pour les encourager à continuer à mener le combat pour la vie, parce que donner son sang, c'est sauver des vies. Et nous sommes très heureux, vraiment ravis
de les accueillir dans un complexe qui nous a été mis à disposition. J'ai toujours donné mon sang depuis l'âge de 18 ans, donc j'y vais spontanément. J'ai pas besoin d'avoir un SMS ou un coup de fil, j'aime ça. Et puis je pense que beaucoup de gens devraient faire comme moi, parce que malheureusement, il manque beaucoup de sang et il n'y a pas assez de donneurs, je le vois lorsque je vais donner. C'est dommage. Hein. Vous savez qu'on a plus de 3500 patients qui ont besoin de transfusion. C'est une transfusion qui va sauver leur vie ou qui va améliorer leurs conditions de santé suite à un accident, un cancer, une maladie comme la drépanocytose qui touche beaucoup de nos compatriotes sur la Guadeloupe. Et il n'existe pas d'alternative à la transfusion. Quand il y a des actions bénévoles au service d'une population, nous devons, en tant que politiques, d'être à leur côté, de leur donner les moyens, déjà des moyens, certes, matériels, surtout des moyens matériels, mais aussi signifier par notre présence que nous respectons leur engagement et nous leur disons merci au nom de toute cette population de Guadeloupe. C'est donc une chaîne importante, et cette chaîne, elle commence aujourd'hui avec les donneurs de sang qui donnent leur sang et qui permettent à tous ces patients de la Guadeloupe de vivre mieux leur pathologie. Félicitations qui a réussi à 100%, on peut le dire comme ça. Bien, alors, je vous l'ai dit, on va recevoir Michel Mado. On a l'habitude, on ne le reçoit pas assez souvent, trop souvent. Bref, Michel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, bonjour. Et c'est le premier rendez-vous depuis le début de l'année. Ouais. Et donc, il y a avec toi S-Rice. On va parler de lui aussi, sur musicien reggae qui sera dimanche dans Vibration. Mais deux petits mots quand même sur l'année qui vient de s'écouler au niveau culturel. Oui, c'était une année riche. Bon, de manière, la Kilti, c'est bien qu'il est toujours en effervescence, toujours en bouleverse, positif ou subi. On bouleverse subi ou on subit positif, mais de belles choses se sont faites, des choses à confirmer pour l'année 2024. Et je veux dire que le terreau est bon. Le terreau est bon, donc maintenant, il s'agit de tout coordonner, de pouvoir encore aller plus loin, quoi. Et, bon, comme on a dit, ni chance à dans l'équipe en mandature qui cabaye les moyens, en exécutif cabaye les moyens. Et 2024 sera encore une année de confirmation, j'ai envie de dire, d'aide et de support aux créateurs et au monde artistique. Est-ce qu'on peut imaginer un moment dans la vie de notre pays que les artistes pourront vivre de leur art? Je dis les artistes globalement, pas seulement les musiciens. Il y a toute une configuration à prévoir qui n'est pas, mais ça ne se fera pas du jour au lendemain. Nous, dans un petit pays qui veut dire si un artiste qui vient qui de ça, des productions, ça veut dire qu'il faut nous bailler les moyens, des people formés à tous les niveaux, des puis c'est pas évident ici que ce soit les représentations scéniques. Quand on a fait 2 scènes, on a déjà fait le tour du pays. Faut qu'il y ait un système d'import-export qui se fasse correctement aussi. Et les choses ne sont pas totalement réglées à ce niveau. Elles sont pas du tout réglées d'ailleurs. Donc c'est toujours un hub. On est toujours en transit. Quand l'artiste en Guadeloupe est toujours en transit, s'il veut vivre pleinement de son art, de pouvoir partir s'exporter, des choses se mettent en place. Des choses se mettent en place. Mais ça va se faire aussi quand on aura une vraie culture de l'art et de la production artistique en tous les cas. Et donc là, c'est sur peut-être 2 générations que ça va se travailler encore, quoi. Oui. Alors, que dire aux gens qui disent que ouais, on fait venir beaucoup d'artistes étrangers à la Guadeloupe, mais les artistes guadeloupéens ne travaillent pas assez, alors qu'on y a un côté de nous. Hein. Oui, mais enfin bon, moi ça me fait sourire. Effectivement, à un moment, ça se faisait beaucoup. Maintenant, je ne crois pas qu'on puisse objectivement dire ça encore. Quand on voit sur les 3-4 dernières années, Covid aidant, je ne vois pas à quel moment qu'on a fait autant d'artistes étrangers venir au détriment de la production locale. Moi, j'y crois pas. Et puis en même temps, bouer sa guitare, ça n'a pas veut dire fait, mais non plus. Hein. Donc, ouais, non, pour moi, les gens qui disent ça, c'est des gens qui tiennent des propos qui ne sont pas purement artistiques et culturels, mais qui a dans d'autres démarches qui pas tant moins. On va comprendre. Voilà. Nous avons parlé de reggae Tibouin. Son bémarousien, mais en plus, union non historique. Enfin bref, on ne va pas insister là-dessus. Alors, du point de pourquoi avoir choisi le reggae? Pourquoi avoir choisi le reggae? Ben, c'est une musique qui m'a toujours fait vibrer, malgré à l'époque, je ne parlais pas anglais, mais ça m'a toujours fait vibrer. Donc, voilà. Et puis, c'est au final, j'ai compris avec le temps pourquoi. Parce qu'en fait, je pense que la puissance des mots, tous les mots, même quand on parle,
ont une puissance, ont une énergie. C'est clair. Donc du coup, maintenant que je comprends l'anglais, je comprends maintenant pourquoi cette musique résonnait avec moi en fait. Oui. Alors, le reggae en Guadeloupe, mais je vois que beaucoup de nos musiciens de R&B ou d'autres musiques se servent de notre base musicale quand même dans la musique. Alors, est-ce que dans le reggae de Strice, il y aura un petit peu de envie de petit bout de tambour? Oui, alors du coup, c'est-à-dire que moi déjà, là avec ma musique, j'incorpore un petit peu de créole. Oui. Ah. Donc, voilà. Donc, oui. C'est-à-dire que, vu que j'étais pendant plusieurs années à Londres, oui. Donc pour se faire comprendre du public anglais, il faut quand même que la majorité du son, qu'ils comprennent, au moins déjà sur le refrain. Donc, du coup, ce que moi, en tout cas, la stratégie que j'ai choisie, c'est de donner une partie en anglais et peut-être le deuxième couplet en créole. Oui. Ou comme ça, voilà, je me retrouve, il se retrouve et tout le monde est content. Voilà. Alors, Michel Mado, je reviens vers vous. Vibration devait se faire il y a pratiquement un mois et demi. 4 mois, non, même c'était déjà prévu, 4 mois déjà. Ouais, c'était octobre. C'était prévu autour du 20 octobre, autour du 20 octobre. Ouais. Et, les conditions atmosphériques. Voilà, ça ne nous a pas permis. On a reporté en janvier. Oui. Mais quelque part, c'est bien parce que ça fait une ponctuation en début d'année qui est très dynamique, très positive. Et donc on a pu réunir tout le plateau. Même plateau, il n'y a rien. Oui, le même plateau. Tout le monde est là. C'est la jauge qui a augmenté quelque peu et malgré tout, nous sommes soldats. Tous les billets sont déjà partis. Wow. Et aussi bien pour la manifestation du matin, l'espace pédagogique avec les échanges et les institutionnels, il n'y a plus de place. Et pour le concert aussi, il n'y a plus de place, donc on est déjà sold out, quoi. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on fera peut-être un Vibration 2 assez prochainement. Justement, j'avais posé la question, il y aura un Vibration 2. Nous qui est obligé, parce qu'il y a des artistes qui nous sont chers, qui n'ont pas pu être là pour cette première édition. Oui. Et forcément, il y a là pour Vibration 2 là. On va penser à des boucons Kéo, qui nous pas TP programmé là, mais nous regarder obligatoire. Moi, on veut nous programmer aussi pour prochain là. En tous les cas, être à côté de ces artistes. Donc oui, tout est prévu, tout est bien calibré. Le matin, de 9h à 13h, il y aura une suite d'ateliers qu'on pourra visiter. C'est ce qu'on appelle le village d'information. Voilà, le village d'information avec les institutionnels, la SACEM, la Spésidam, l'ADAMI, l'URSAF, tout ce qui permet de cadrer administrativement le statut de l'artiste. Il y aura aussi un bic à parole après à la mi-journée. Autour justement de l'art, de la professionnalisation de ces musiques hip-hop, reggae, dancehall aussi, qui sont des musiques à part entière avec un vrai business plan, une vraie industrie aussi. On a des invités comme Jean-Michel Gabriel, avocat spécialisé dans le droit d'artiste, dans la contractualisation aussi. Nous aurons pas mal, il y aura des producteurs, Rico Deps sera là, on a des beatmakers qui seront présents aussi. Donc tous ces acteurs qui arrivent à faire vivre et résonner ces musiques seront présents pour des moments d'échange avec les artistes même qui seront présents aussi. Et je pense que c'est une belle opportunité, c'est une belle opération, notamment pour ceux qui veulent faire de la musique leur métier. Nous Kenyon Open Mic, un concours, on a reçu une bonne vingtaine de bandes-sons avec des artistes qui veulent se faire connaître et qui ne seront pas sur le plateau, non? Ils ne seront pas sur le plateau. Oui. Donc ce sont des artistes qui veulent faire connaître leur travail. Et à travers un concours, nous, les 2 premiers seront récompensés. Je laisse après la surprise pour dire quelle sera la récompense des deux premiers. Et donc ils nous ont amené un morceau, il y aura un concours, il y aura un jury, on va écouter. Et les 2 premiers vont être récompensés de manière assez appréciable. Et j'ai envie de dire que c'est un beau rassemblement qui permet le côté pédagogique, le côté formatif même, vis-à-vis de la professionnalisation, et après le côté pratique, on va dire, avec ce concert, avec pratiquement ce qui se fait de mieux en Guadeloupe autour du rap, hip-hop, trap, reggae, dancehall. Et c'est un vrai moment artistique, il n'y a pas que de la musique. Il y aura des graffeurs sur scène, dans l'espace. Il y aura des danseurs aussi qui vont ponctuer cette journée. Donc, toute la culture hip-hop sera mise en avant. Et le mouvement reggae, dancehall, la musique rap, trap, hip-hop sera bien représentée avec de belles têtes d'affiche, j'ai envie de dire. Alors, quel sera
j'ai envie de dire, le répertoire proposé pour moi, ce sera reggae dancehall pour moi, samedi. Donc, bon, après, on est un petit peu limité au niveau du temps sur scène parce qu'il y a énormément d'artistes. À peu près. Ils sont entre 2, 3, 4 titres par artiste. Bon, pas plus que ça. Ah ouais, mais c'est compliqué, il y a une bonne qualité. Là, on est sur du 14-23. Hein. Mais bon, c'est suffisant pour montrer ce qu'on fait. Hein. Ouais. En vrai. Et laisser une bonne. Laisser les gens avec l'envie de connaître plus, d'aller voir plus. Oui. Donc, pour ma part, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, vous avez dit que vous avez vécu en Angleterre pendant quelque temps. Je ne sais pas, je pose la question quand même, puisque vous étiez là-bas. Vous n'avez pas le sentiment que depuis quelque temps, l'afrobeat est en train de doubler le reggae? Non, mais c'est pas comment on dit ça? C'est pas une impression. Les chiffres, vous avez tout ce business-là, enfin, au niveau business, quand on parle business musique, les chiffres parlent. Oui. Donc, Jacob Burna Boy, Rima et compagnie, voilà. Tout ça. Voilà. C'est eux qui... Comment expliquer ça? Parce que c'est pas une musique vraiment nouvelle, parce que depuis Fela Kuti, ça remonte, cette musique. Hein. Pour ma part, ce qui s'est passé, c'est que, bon, le Nigeria, on sait que c'est, même s'il y a la pauvreté, c'est un pays très riche. Oui, il y a des gens très, très influents qui n'ont pas eu peur d'investir sur leurs artistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on remarque que même les artistes américains vont au Nigeria pour avoir la crédibilité. Oui, bien sûr. Oui. D'accord. Donc, quand on voit que Beyoncé a un titre avec Burna Boy ou avec d'autres artistes nigériens, ça veut tout dire. Donc là, on va dire que la table a tourné. Il y a une époque où c'est le reste du monde allait aux États-Unis pour chercher une validation. Là, c'est les Américains qui veulent faire des titres avec les Nigériens. Pour avoir... En fait, c'est un retour à la base. On est d'accord. On est d'accord. Mais Michel, je vous pose aussi la question. Cette musique n'est pas encore vraiment installée en Guadeloupe? Laquelle? L'afrobeat. L'afrobeat, mais j'ai même envie de dire que peut-être nous avons donné du crédit à l'afrobeat, nous en Guadeloupe. Oui. Et, quand je vois aujourd'hui toutes les musiques qui se disent populaires, qui fonctionnent en France ou ailleurs, et quand on voit qu'on retrouve le tempo, le note, le rythme guadeloupéen, même le zouk, j'ai envie de dire que quelque part, depuis Kassav et avec tous les autres artistes zouk qui ont fréquenté Paris et l'Europe, mais on a donné du grain à moudre à ces musiques étrangères. Et donc, quelque part, nous sommes... Ouais, nous tibons Adam, quoi, et c'est nous qui faisons. Mais maintenant... Adam Vibration Pays de Nippon, qui a fait ça. Enfin, moi, je n'ai pas crié ça afrobeat parce que moi, un assez vieux jeu et classique. Donc, pour moi, reggae, c'est reggae. Comme ça. Non, mais c'est vrai que je dis souvent reggae, dancehall et rap, trap. Et je fais la part des choses. Mais quand on regarde, c'est vrai qu'après, il y a des dérivés, des croisements qui a fait qu'effectivement, on a tant de tiridim là derrière. Je pense notamment à l'artiste qui était venu ici il y a quelques mois. Et tout son concert, c'était du zouk. Et pourtant, elle n'a jamais dit qu'elle fait du zouk. Donc, j'ai envie de dire que nous sommes bien présents. Maintenant, je crois qu'Esloïs l'a dit, hein, c'est quand on arrive à miser sur notre culture, sur nos artistes, sur notre pays, les mettre en avant, mais le jour où on aura peut-être cette démarche, notre carnaval sera vu autrement, notre zouk sera vu autrement. J'ai moins de crainte pour le gros cas et le hip-hop créole et le reggae créole. C'est des musiques qui toujours pété code. Ils ont toujours casse-code et ils ont tout fait chiméayo. Et j'aime à dire que le gros cas et notamment le hip-hop, la reggae dancehall de Guadeloupe ont toujours été des musiques qui se sont affranchies seules, sans soutien de quelque institution. Donc aujourd'hui, c'est un retour normal. Hein, mais Guy Conquête, déjà capable de jouer l'autre bas et sans pont support. J'ai envie de dire le hip-hop créole même, le reggae créole, c'est toujours bien vendu et c'est lui qui a fait des références dans l'Hexagone. Donc je reste confiant. Maintenant, il s'agit vraiment de structurer les choses, donner du crédit. C'est peut-être avoir une vraie maison du zouk, avoir une vraie maison du carnaval ici, qui signifierait que nous, décideurs culturels, en tous les cas en termes de politique, on sait qu'on valide certaines orientations et on valide une base solide, quoi. Alors, avant de se quitter quand même, Vibration, c'est la semaine prochaine et après?
Il y aura plein de choses. Il y aura les créations hybrides, nos résidences artistiques qui vont reprendre au mois de mai. Il y aura un grand moment autour de l'art contemporain de la peinture qui serait un hommage à Michel Rovellas aussi. À la fin du mois, nous avons un tisier doux à une personnalité guadeloupéenne qui nous est chère aussi. Je ne vais pas en dire plus pour laisser la surprise. Comme nous a dit, chaque mois, nous avons un tisier doux pour un monde qui fait. Et là, c'est une dame. C'est une dame, donc je donne beaucoup d'indices. C'est une dame qui nous a représentés dans le cinéma et qui nous représente encore dans le cinéma. On lui rend hommage à la fin du mois de janvier. J'avoue qu'il Oui. Non, mais vraiment, là, on est... et c'est vrai que souvent, les gens nous disent, vous êtes très actifs, mais c'est la moindre des choses de pouvoir aider à structurer le milieu. Et là, précisément, avec Vibration, on est content, puisque cet espace pédagogique, ça nous renforce. Il y a l'Ogène qui choisit l'écriture, qui choisit le rap comme choix de vie et comme profession. C'est naturellement, il faut nous aider aussi, quoi. Et quelque part, c'est patrimoine en nous aussi. Même gens qui nous disent Bigin, Mazouka, nous tenons Kadri, je dis là, tous ces bourgais qui ont fait rap créole, qui ont fait dancehall, reggae créole, ils sont rentrés dans le paysage artistique guadeloupéen. En plus, quand on voit des gens qui admirent l'Ouéouana, ils ont un gros live, ils ont travaillé aussi. Bon, mais c'est des gens qui Jacques Ascot, qui ont d'autres niveaux aussi. Mais pour que ça ait du sens, il ne faut pas qu'il y ait que. Il faut que toute l'industrie soit structurée derrière, quoi. Ce qu'on pense, c'est la dernière question. À quel niveau? Non, de cette évolution de notre musique. Je pense que c'est normal. C'est limite la suite logique des choses. Et c'est bien de continuer à casser les codes et de ramener sa touche et sa pierre à l'édifice dans tout ça, quoi. Ça veut dire qu'après Vibration, on aura l'occasion de vous revoir autre part? Oui, alors du coup, là, je suis en train de travailler sur mon premier album. Donc, du coup, oui. Vous allez entendre parler de moi. On travaille, on se structure justement parce que pour pouvoir s'exporter à nouveau à une échelle internationale, il faut être structuré déjà. Donc, je serai à Vibration le matin aussi pour prendre les informations et faire les choses comme il se doit, quoi. Et Michel m'a dit le prochain album, il est dans l'air? Non, mais là, je reprends goût à la scène avec François Ladrezeau. Ah oui, ça c'est sûr. Là, encore, on prend goût jouer. On vous voit souvent au Petit Paris. Ouais. Maintenant, on a besoin de ça. Enfin, souhaiter aussi. C'est pas tout de donner les moyens aux autres de s'exprimer. Il faut aussi. Et ça permet de rester connecté. Le cordonnier de mal chaussé. Ouais, faire soulier, tout le monde est marramassé soulier. Non, mais en tout cas, c'est un plaisir de voir qu'il y a une effervescence, il y a quelque chose qui se fait. Il y a en tous les cas que les acteurs prennent goût à exercer et que nous, on leur donne les moyens d'exercer. Et puis, au fond, c'est ça. C'est ça notre mission, c'est ça notre prérogative. Rendez-vous samedi? Samedi 20. À partir de quelle heure? Dès 9h du matin, jusqu'à 11h du soir. Et puis, qu'il y ait des côtés, des food courts pour nous manger aussi, 6 places. Et ça va vraiment être un très beau moment, Vibration. Je crois que c'est une première. Et mention spéciale aussi, Génération Ragamuffin, Billy the Kid, Boubou, toutes ces personnes qui nous ont fait vibrer dans les années 90 aussi. Les pionniers, quelque part, c'est eux, les papas, c'est eux. On a la sœur Maglite aussi qui est là. Smiley qui est un pilier dans le reggae aussi depuis longtemps. Aujourd'hui, il sera sur scène. Des jeunes comme Pablo, Tensi. Tout ça. Voilà, donc toutes les générations auront de quoi apprécier. Et on a un peu réuni chaque palette de ce qui se fait en termes de hip-hop, reggae, dancehall. Vibration 2, c'est cette année aussi? La demande nous regarder, mais c'est lourd. En tous les cas, c'est une chose sera sûre, il y aura Vibration 2 l'année prochaine, ça c'est sûr. Au moins l'année prochaine. Merci. Good vibration. Good vibes. Voilà, merci. 12h57, première pause, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Il est 13h05, nous sommes dans la deuxième séquence du ZCL. Justement, on parle de séquence, on parle de cinéma tout à l'heure avec Marie-Claude Pernel. Bonjour. Bonjour. Elle est réalisatrice d'un film qu'on verra dans les jours qui viennent, bien évidemment. Et puis, si vous voulez créer de la richesse sur la gestion des achats, il faudra s'adresser à Anansa. Bonjour. Anansa de Mouton, notre chroniqueuse du lundi. Mais sinon, on revient à l'actualité avec Iman News.
Au niveau de l'actualité, on va revenir sur le lancement des rondes vertes qui s'est déroulé sur Petit-Bourg. C'est un rendez-vous sportif qui est de retour pour la 18e édition. Des randonnées, des balades en VTT, un trail était organisé pour permettre à 650 personnes de participer quand même et de allier sport et santé. On va voir un reportage d'Olivier Moradel. Les rondes vertes, en fait, c'est une grande manifestation en général lorsque nous avons débuté. C'était une randonnée qui se faisait sur une seule journée. Et au fil des années, nous avons développé l'activité. Donc, nous avons ajouté en fait la compétition. Un jour de compétition, maintenant, nous avons 2 jours de compétition et la randonnée le dimanche. Dans la randonnée, nous avons la marche, du trail et la randonnée à VTT. Donc, cette année, nous en avons à peu près entre 500 et 550 participants, plus à peu près une centaine de bénévoles. Donc, en gros, disons 650 personnes à peu près. C'est important de faire du vélo, du sport en général, puisque c'est bon pour la santé, c'est bon pour la forme, et puis même pour le moral. En sachant que notre slogan, c'est « Mettez du sport dans votre vie », donc il est très important d'être là aujourd'hui, que ce soit à vélo ou pour la marche, puisqu'on a aussi 2 membres de l'association qui font de la marche. Cette année, cette manifestation est parrainée par Amazon. Amazon qui est une association, plus qu'une association, puisque c'est une fédération d'associations qui rayonne sur l'ensemble de l'outre-mer et qui veut particulièrement lutter pour accompagner les femmes face à la maladie, face au cancer notamment. Pas que le cancer du sein, mais tous ces autres cancers qui frappent les femmes et quelquefois qui les frappent dans leur féminité. Moi, à la base, j'ai commencé par le VTT avant de faire de la route, donc j'aime bien ça, c'est ludique et c'est très technique, donc c'est pour être à l'aise sur le vélo et aussi c'est des efforts qui sont un peu plus courts mais intenses, beaucoup de force et beaucoup de technique, donc voilà, c'est un bon combo pour préparer la route aussi. On va rester sur le sport, mais on va parler du Run Trophy, donc de la 70e édition qui a eu lieu. Et une affaire en lien avec cet événement est toujours en cours. On parle de radiation d'un pilote et justement, il était question de revenir, de donner la suite de cette affaire. On voit un reportage ensemble qui traite de ce sujet. Aujourd'hui, samedi 13 janvier 2024, début d'année, j'ai encore été, une fois, convoqué pour être jugé, moi je dirais, comme le président de Lazare Archipel l'a bien dit lors de notre rencontre, pour pouvoir justifier et pour pouvoir par la suite être radié. Alors je dis 3 fois parce qu'en effet, ça n'a pas été forcément médiatisé en amont, mais j'ai déjà été une fois convoqué par la Ligue où il a essayé, étant membre de la Ligue, il a essayé de me radier. Une seconde fois en fin d'année où malheureusement sa convocation n'était pas viable, qu'elle n'était pas conforme au statut de l'association. Et encore aujourd'hui samedi, une nouvelle tentative. Je ne sais pas encore les résultats de ces échanges, mais encore aujourd'hui, j'ai été accompagné par des pilotes qui sont venus me soutenir pour pouvoir assister à l'échange avec Lazare Archipel. Il m'a été reproché, toujours les autocollants sur ma voiture, il m'a été tout simplement reproché d'avoir dit la vérité. Dire la vérité sur des faits qui sont concrets, du manque d'informations de Lazare Archipel. On n'a pas les bilans, on ne sait aujourd'hui même pas qui est le président réellement de Lazare Archipel. On ne sait pas du tout qui sont les différents membres du comité directeur. C'est simple, on est sur une association déclarée en préfecture. On demande une simple chose, d'avoir les différentes informations concernant les membres constitutifs du comité directeur. Même ça, on ne l'a pas. Donc aujourd'hui, j'ai fait face à différentes personnes, sans savoir vraiment qui est qui, même si au fond, on le sait, mais on n'a aucun document officiel pour le prouver. Et voilà. Donc, il y a eu pas mal d'échanges, de sourds, on va dire, parce que je demande des informations il y a clairement un refus de remettre. Et voilà. Une décision n'a pas été prise aujourd'hui, ok, comme les textes le prévoient. Apparemment, le comité directeur va se réunir et ils vont me notifier la sanction qu'ils vont prendre. Mais évidemment, toute la procédure en amont de ces échanges d'aujourd'hui sont faits pour me radier de Lazare Archipel. La question que je me pose, c'est pourquoi vouloir radier un simple membre de Lazare Archipel? Parce qu'en effet, les gens ne le savent pas forcément, mais je fais partie du comité directeur. Aujourd'hui, face à eux, ils me disent que je n'en fais pas partie. Pourtant, j'ai eu l'occasion de porter des candidatures au comité directeur. Je suis membre du comité directeur de la Ligue. Et pourtant, on me dit que je ne fais pas du tout partie de ces instances. Et j'ai longuement été convié à différentes assemblées générales, à différents comités directeurs. Et aujourd'hui, tout disparaît, tout simplement parce que j'ai signalé ce qui n'allait pas.
d'une association sportive. Voilà. Une affaire qui va peut-être se régler, se terminer un jour. Bon, on va changer de sujet, on va parler cinéma. Parce que Marie-Claude Pernel est là. Marie-Claude Pernel, c'est une réalisatrice. Déjà 3 films à son palmarès et c'est souvent pas fini. Et le dernier, c'est Sous la danse. C'est ça, Sur la danse, c'est un documentaire. Je danse, donc je suis. Oui. C'est un... Mais pourquoi Sous la danse? Ça peut être sur la musique ou autre chose? Oui, c'est l'art, la culture. Vous êtes une danseuse vous-même? Non, justement, mais j'adore regarder la danse, j'adore regarder les danseurs et les danseuses. Oui. J'ai appris à aimer la danse en la regardant. Déjà par ma pratique professionnelle, puisque j'organise des spectacles de danse. Mais du coup, depuis à peu près 5-10 ans, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de spectacles qui tournaient autour du thème de la femme. Je me posais la question pourquoi. Et d'où le documentaire est né, parce qu'on les a suivis avec le producteur Olivier Cancel. Enfin, c'est lui qui a été charmé. Un homme a été charmé par le sujet, puisque je dis je danse, je suis l'homme ou pas? Oui. Question de Iman. Est-ce qu'on suit l'homme ou pas? Oui. Est-ce qu'on suit l'homme dans la danse ou bien est-ce que... Ou dans la vie? Ou dans la vie. Bon, c'est toute une thématique, n'est-ce pas? Voilà. Ou est-ce qu'on ne doit que suivre? Voilà. Mais ce n'est pas le sujet principal du film, c'est juste une entrée. C'est vrai que la danse de couple, personne ne s'est posé la question pourquoi la femme ne fait que de suivre. Mais les grands danseurs vous diront peut-être que pas. Il y a peut-être d'autres façons d'être à côté des hommes aussi. Et à partir de cette entrée, on va avoir Léna Blou, Myriam Solange, Chantal Lolial. Que des femmes? Oui, non, il y a un homme, Léo Léros. Ah, il y a quand même un homme. Qui a traité... Ouf. Ouf, oui. Il y a plusieurs hommes. Il y a le collectif Edo aussi. Oui. 2 hommes, 2 femmes. Et qui vont s'exprimer. Mais il se trouve que leur œuvre traite de ce sujet. Dans les années entre là, 22, 23, 21, 22, 23... Toutes les pièces beaucoup de pièces traitent de ce sujet. Et on va suivre aussi une résidence, Yui, qui a eu lieu sur 2 années avec un certain nombre de femmes qui dansent avec des professionnels. Et chacun s'exprime. L'histoire, c'est qu'en est-il de la liberté d'expression et de l'expression féminine? Et qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je n'ai pas nécessairement la question, mais apparemment, certaines se la posent. Et certains l'ont pris comme enjeu de création. Donc il s'agit de parler de corps et de liberté d'expression à travers la danse en tant que femme, c'est ça? Oui, c'est le sujet, mais on va surtout voir du travail artistique. Hein, quand même. Bien sûr. C'est comment l'art... Chacun a sa voix, en fait. Voilà, chacun va exprimer comment il met en scène cette problématique. Mais ils ne l'ont pas nécessairement fait exprès. Hein. C'est moi, en regard de réalisatrice, qui voit ça. D'accord, donc ça a été... Du coup, on a capté des moments de vie, pas seulement des moments de spectacle. Et ça fait un montage assez intéressant. Léna Blou a dit à la dernière projection que ça le mérite aussi de faire une belle photographie de ce qui se passe en ce moment en danse contemporaine en Guadeloupe. Donc c'est essentiellement danse contemporaine ou bien ça aborde différents... Il y a d'autres danses aussi, oui, mais beaucoup de danse contemporaine guadeloupéenne. En termes chorégraphiques, des professionnels qui font de la scène. Il y a aussi le gros cas avec Malou Geoffroy. Il y a aussi le côté pédagogique avec Raymond Thorin. Comment vous avez choisi les danseuses? Sous quels critères? D'abord être femme. Oui, d'accord, ok. Et puis deuxièmement, ce qui se passait, c'était de travailler avec des femmes, des danses avec des femmes, le sujet était de la femme, et puis du coup la caméra... En fait, c'est la femme et la danse. La femme et la danse, oui. Oui, c'est résumé par... Alors, quand vous arrivez au bout de ce film, dans ce documentaire, quelle est l'impression que vous avez sur la chorégraphie féminine d'une manière générale en Guadeloupe? Mais en fait, la réponse, c'est qu'il y avait besoin d'un espace d'expression et au moins d'un début de réflexion sur cette danse et féminité. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on a besoin d'exprimer? Mais en tout cas, on voit qu'il y a un désir d'expression. Alors, de liberté d'expression, surtout. Le mot liberté va revenir beaucoup dans le film. Envie tout simplement de se sentir libre de dire et de faire ce qu'on a envie avec notre corps de femme. Alors, bon, je veux prêcher pour ma paroisse, mais dans les danses indiennes ou orientales, il y a quand même cet aspect féminité qui est très prégnant. Enfin, voilà, c'est un peu la base de cette danse. Est-ce qu'il y aura un deuxième Je danse donc je suis pour aborder cette thématique? Décidément, là, on va pas se rappeler ce qu'on a travaillé ensemble dans un certain festival, mais décidément, on m'a déjà demandé la suite pour les hommes.
Mais oui, j'allais poser la question. Alors, ça se travaille. Oui. Je danse, donc je suis déjà pour les hommes. Il y a une grande réflexion, puisque, effectivement, en laissant la liberté à la femme de s'exprimer, elle exprime aussi son regard qu'elle porte sur l'homme. Et souvent, le cinéma est dominé par le regard masculin, et c'est bien dommage, parce que la femme voit l'homme beau. Oui. Et ça serait bien de montrer en quoi il est beau et de le valoriser. Là, il y a tout ce travail à faire aussi, mais malheureusement, dans les chorégraphes guadeloupéens, c'est pas un thème qui est étudié, parce qu'il faut que j'ai matière de spectacle, matière de création, pour pouvoir... là, il se trouve que les spectacles traitaient cela. Et pour répondre à la question, ben oui, il y a aussi tout l'aspect... que j'aime bien, l'hyperféminité aussi. Puisque dans les danses latines, il y a vraiment cet aspect oui. C'est un peu abordé dans le film, mais bon, c'est pour traiter le film, donc ça peut paraître féministe, mais ça n'empêche pas, j'adore les danses latines en fait. Donc il y a une autre, la danse ensemble après, le troisième volet, quoi. Voilà. La danse de couple, quand chacun aura trouvé son expression et sa beauté magnifiée, ben, peut-être qu'on se comprendra mieux, et il y a la danse de couple qui devient très intéressante. Mais en fait, bon, c'était une entrée, c'est pas un pamphlet de féminisme, hein, le film non plus. C'est juste une observation. Et le fait même de se poser la question, ben, ça interpelle sur notre société guadeloupéenne, c'est tout. C'est-à-dire, qu'en est-il de l'expression féminine? Est-ce que la femme, vraiment, a un espace d'expression en termes dans le domaine, en tout cas créatif, pour sa féminité? Ou est-ce que justement, il faut, dans la danse contemporaine, il n'y a des fois plus le corps féminin et le corps masculin, comme le collectif Edo. Et est-ce que c'est juste l'individu avec sa personnalité qui compte et non le genre? Et la danse, d'une manière générale, par ces femmes, elle est pensée? Oui, bien sûr. Quand je dis, bon, il y a la chorégraphie, mais il y a autre chose, parce qu'on a des traditions de danse ici, etc. Oui, on sait notre travail que, par exemple, Lena Blou a fait, elle est arrivée jusqu'au doctorat là-dessus, donc ça veut dire que il y a une réflexion profonde. Oui, il y a un long interview de Léna, parce qu'évidemment, il y a féminité et culture guadeloupéenne. Oui. C'est des pistes où la femme se cherche, donc elle va chercher aussi dans ses racines. En fait, chacune a son argumentaire. Léna est très bien interviewée, elle explique très bien son propos, et c'est très intéressant. Enfin, en tout cas, je vous invite à venir donc jeudi au Ciné-Théâtre du Lamentin. C'est la première séance ou c'est l'unique séance? C'est un one-shot? Non, il y aura aussi dans le cadre de le moule à l'écran, dans le cadre du moule à l'héritage, le mercredi 24 à la salle Robert Loison. D'accord. À 20h tous les deux. Ça sera pas il y aura d'autres projections, mais celles-ci, elles sont importantes au niveau retour. C'est une production du coprod. On parle aussi de production locale, de cinéma, donc il faut aussi défendre notre cinéma et les producteurs qui prennent les risques de faire des films. Et donc, vous êtes là, Marie-Claude, on ne peut pas ne pas parler de votre activité en dehors de la réalisation. Il y a tout un travail qui est fait sur les archives du cinéma. Oui, les archives, Sinuca, les archives. Comment ça se porte? Ça se porte bien. Maintenant, ça arrive au fond du projet Interreg et on doit poursuivre le projet avec, je suppose, le soutien de tout le monde. C'est-à-dire, on va lancer un appel à films sur les films de carnaval. La plateforme existe, elle est née, et maintenant il faut remplir les films. Ce sont des cinémathèques, donc c'est des films anciens. Il y a combien de films Là, il y a 200 qui sont avec. Je vous invite à aller voir Vélo, qui joue, on découvre. C'est des fonds de Pointe-à-Pitre, mais on n'a pas fini, c'est très long. Ça sera très long, au fur et à mesure. Enfin, ça sera infini de toute façon, puisque les films d'aujourd'hui sont les patrimoines. Alors, comment on y accède à cette plateforme? Sinuca.org. Oui. C'est ça. On s'inscrit, pour l'instant, elle est ouverte. On va lancer les abonnements bientôt, là. Là, elle est ouverte, elle est gratuite pour l'instant. Je vous invite aussi à regarder, si je vous rappelle, on était venu ici déjà à Canal 10 pour présenter Cinédile, VOD, qui est la plateforme des films contemporains. Le petit Netflix, comme certains l'appellent. J'avais vu un film une fois à Cité des Métiers. C'est un film qui datait des années 30, 1928, oui. 1928, c'est ça? Oui. Il est souvent projeté. On le projette d'ailleurs pour les scolaires. Comment s'appelait ce film déjà? Voyage aux îles de Guadeloupe, d'Alfred Chaumel. C'est un film qui est de 1928. C'est le plus ancien de notre Pour l'instant, c'est le plus ancien qu'on a trouvé. Là, il n'est pas en ligne, parce qu'il y a un partenariat encore avec la Cinémathèque de France qui l'a numérisé. Mais il est accès en ligne sur la plateforme de la Cinémathèque pour un petit moment encore, mais pas longtemps. Mais nous, on le projette dans le cadre scolaire, là, dans le moule en héritage, jeudi matin, justement à 9h.
Et il y a des projections avec un piano, hein, on l'a déjà fait plusieurs fois. L'accompagnement avec un piano, c'était très bien la dernière fois. Et ça permet de découvrir une Guadeloupe que nos parents nous... Ouais. Enfin, on a oublié, moi, je n'ai pas connu. On n'a pas connu. Mais quand j'ai vu les images, c'est vrai que ça m'a beaucoup chamboulé parce que ça m'a rappelé les discours de mes grands-parents. Et voir... Non, ce qui m'a chamboulé, c'est voir nos visages, quoi. Parce qu'on a tous les mêmes visages, en fait. On est les enfants de nos ancêtres, quoi. Ouais. Et puis de voir ces gens qui ont vécu, qui se sont battus, de voir leur pauvreté, voir tous les modes de transport. Par exemple, on dit que la voile, c'est pas tellement notre culture. Alors là, vous voyez tout le monde se promener avec leur petit bateau à voile, parce qu'il n'y avait pas de moteur. Ouais. Beaucoup de place aussi pour le cheval, hein. Tout le monde se déplaçait en cheval ou en bouquette. J'avais remarqué que les gens étaient moins gros à l'époque. Étaient moins gros, moins ah bah oui, bah évidemment, on y marchait énormément. Il n'y avait pas des supermarchés. On voit le marché de Pointe-à-Pitre avec tous les légumes et puis il fallait... oui, c'était pas... Il y avait beaucoup quand même de mortalité à cette époque. Le travail était rude. Enfin, il faut remettre un peu... Et puis après, là, il va arriver le cyclone 28 qui a tué plus de 3000 personnes. Donc on a oublié, ou on veut oublier ce passé peut-être, je ne sais pas. Ouais. Parce que c'est vrai que le rapport à la mer, on dit toujours qu'on a le dos à la mer. Quand on voit ce film, on n'a pas l'impression que les Guadeloupéens avaient le dos à la mer. On était en plein dedans. Les gens étaient avec l'eau. Donc d'où est passée cette culture? Et c'est pour ça que je reviens sur le cinéma, faire des cinémathèques, récolter tous ces films anciens. C'est important pour la transmission, pour le travail avec les scolaires, pour vous aussi les médias, pour que vous les réutilisez et qu'on s'interroge vraiment sur les étapes de notre passé et qu'on ne soit pas pris par la dictature de la nouveauté. Oui. C'est comme si aujourd'hui c'était mieux qu'avant. Alors donc avant ou après je pense donc je suis version 2 ou version homme. Il y a un projet dans l'air? Oui, je suis en train de préparer un long métrage qui est déjà préfinancé une partie par le conseil régional, 15 mensonges. Fiction bien fiction, et après Fichu Racine, une œuvre de Gisèle Pineau, on coécrit avec Gisèle Pineau. C'est à partir d'un bouquin de Gisèle? Voilà, c'est ça, on a coécrit le scénario déjà, et on est au stade du développement. Bravo. C'est long, c'est beaucoup de sous. Oui. Peut-être dans 5 ans, je viendrai présenter. Dans 5 ans, ça va sortir? Mais non, avant ça. Mais comme tu es millionnaire, tu vas me passer... Pas de problème, je te fais le chèque. Voilà. Bon. Et ça a pris combien de temps, je pense, je danse donc je suis? Cela, c'était un peu une aventure parce qu'on sait... Non, mon producteur l'a appelé le film qui ne se finissait jamais. Donc, mais en fait, on suivait aussi différents spectacles. C'est pas au moment où vous avez envie de filmer qu'il y a le spectacle. Donc, fallait attendre parfois. Ouais. Bon, alors, donc rendez-vous jeudi? Jeudi à 18h au Ciné Théâtre du Lamentin. Oui. Première séance. Première séance à 20h, pas 18h, pardon, 20h. Oui. Et l'autre, pareil, le 24, mercredi 24, à la salle Rebelle-Ouest. 52 minutes. C'est un 52 quand même. Oui, c'est un 52. Bon, mais à suivre. À suivre. Oui, bien. Déjà à 24, on prend la deuxième pause. Et on se retrouve tout à l'heure avec Ananda pour terminer. On va parler de richesse et de gestion des achats. À tout de suite. Dans le film, c'est... Hein? It's always move to the left, move to the right. And it's some music, but it's keeping...
Voilà, c'est la dernière partie du ZCL News. Avant de recevoir Anansa, on va faire un retour sur toute l'actualité avec Iman News. Oui, au niveau de l'actualité, on a déjà parlé de cette exposition qui a eu lieu sur le Coran, donc dans un hôtel du Gosier, de façon à mieux comprendre l'histoire de l'islam, découvrir une exposition immersive qui permet de présenter de façon ouverte ces enseignements du Coran. On a parlé aussi de la remise de diplômes aux donneurs de sang réguliers qui s'est faite sur la région de Basse-Terre, où 20 donneurs ont été diplômés pour encourager ce don du sang qu'ils font régulièrement. On a parlé aussi du lancement de la 18e édition des Rondes Vertes de Petit-Bourg. Donc c'est un rendez-vous sportif où randonnée, balade en VTT et marche avaient cours et qui était ouvert à tous. On a parlé aussi du Rhône Trophy de la 70e édition concernant une affaire de radiation d'un pilote. On va peut-être développer 2 sujets pour terminer. Voilà, donc on va parler de la 4e édition de Sois belle et fais-toi. Donc c'est un événement. Fais-toi, pas tais-toi, mais fais-toi, n'est-ce pas? Un événement au féminin qui permet d'empouvoirer les femmes. On parlait de femmes justement, il était question de ça, de beauté, de mode, de coaching. Donc c'est un événement qui a eu lieu sur la commune du Gosier. On voit un reportage ensemble qui parle de cette belle journée. Aujourd'hui, nous sommes à la Sois belle et fais-toi à Goyave, dans un concept puissant où des femmes se rassemblent pour se connecter, pour pouvoir s'empuissancer. On dit empowerment, mais moi je dis empuissancer. Et voilà, c'est pour simplement clarifier notre vision, prendre soin de nous et je crois rayonner. En quoi ça consiste rayonner aujourd'hui? Ça consiste de prendre soin, en tout cas à mon niveau, de sa matrice. Prendre soin de retirer, de vraiment de mettre de côté tout ce qui ne contribue pas à notre épanouissement, de planter des graines d'amour qui vont germer de façon à ce qu'on puisse justement être dans notre plus beau rayonnement. En fait, je n'ai pas répondu à la question, mais en tout cas, ce qui implique de attirer, magnétiser à soi ce qui est juste pour nous, pour que nous puissions être épanouis. Alors moi, mon élévation, c'est déjà pour présenter le menu et présenter aussi mon équipe qui est composée quasiment que de femmes. Expliquer aussi un peu ce que je fais, parce que je suis chef cuisinier, chef pâtissier avec mon restaurant près des Champs, voilà. Expliquer, voilà, montrer que l'impossible est possible et que voilà, et que les femmes elles méritent d'avoir qu'on leur donne un maximum de choses pour qu'elles puissent continuer à nous aider, à nous élever comme ça. Là, j'ai vraiment envie, à travers ce que je mets en place au quotidien, à travers les personnes avec qui je travaille, de mettre en lumière, de faire briller les talents. Et avec cet événement, j'y arrive. Et d'autre part, j'ai toujours été finalement dans ce domaine avec des femmes qui impactent. Et j'y suis aussi avec Sois belle et fais-toi. Et l'idée, effectivement, c'est de partir de cette beauté qui, pour moi, n'est pas qu'extérieure. Ça fait partie, on est d'accord, mais qui est aussi intérieur, et de travailler finalement sur notre aide, sur ce qu'on veut dans la vie. Donc il y a vraiment cette idée de bien-être, de leadership, d'empowerment, et cet événement en fait traduit tout simplement pour moi ma mission de vie à travers tout ce que je peux faire au quotidien avec mon agence de communication sur une journée, 2 fois par an, réussir à distiller le meilleur, distiller voilà, l'essence même de ce qui est important, de mon pourquoi en tout cas. Voilà, donner toute sa place aux femmes. Il était question de ça sur cette journée. On va revenir sur le carnaval et sur un accident de scooter qui a eu lieu en lien avec le carnaval. La victime est Akio, porte plainte. Ce samedi, en fait, en marge des déboulés nocturnes, il y a eu un conducteur qui s'est fait agresser. Donc, on va voir un reportage parce que c'est souvent le cas lors de déboulés et l'association s'est engagée justement à contrôler les véhicules qui suivent le déboulé et ils portent plainte pour un durcissement de leur action. On va voir un reportage de Michel Depape. Samedi, Akio organisait un défilé dans les rues de Pointe-à-Pitre. C'était un masse nocturne, donc tout se passait bien du départ jusqu'aux 2 premières pauses. Hein. C'est lorsqu'on nous sommes retournés au local vers 23h que les scooters qui, en général, accompagnent le groupe
Bon, beaucoup ne respectent pas la circulation, on le sait. Je n'ai pas compris, un scooter a fait... Les gens ont commencé à crier par panique, je ne sais pas, et un scooter a fait que sortir de la voie opposée pour venir atterrir sur la voie où le groupe était. Donc il y a une première personne qui est tombée, d'ailleurs elle a eu le scooter aussi sur le pied. Et moi, le scooter a fini sa course sur ma jambe, donc ma cheville fracturée. Après l'accident là, nous faisons communiquer en position nous claire que nous problématique nous c'est de surtout sécuriser membres nous, membres sécurité nous, tout le monde qui a dans le mouvement qui tire là qui et donc position nous c'est que d'éviter qu'on ça pas doit être arrivé. Nous en masse, nous là pour nous amuser nous là pour nous faire un travail culturel. Donc d'avoir faut que ces scooters là bon nous anti-faveur. Concernant le bilan de ma jambe, donc ils m'ont dit 6 semaines, grand minimum 6 semaines avec la telle. Et je pourrais être sur pied normalement d'ici mars, début avril. Personnellement, j'irai porter plainte de ce pas, une fois qu'on aura fini cette interview d'ailleurs. Et position nous, c'est que mouvement qu'il tire là qui veut porter plainte, pas d'avoir ni un membre nous qui blessé, lui-même a aussi qui porte plainte, et nous qui fait tout ça qu'il faut pour que nous trapions réparation par rapport à ça fait là. Nos vies ont été mises en danger. La vie des carnavaliers qui sont venus prendre du plaisir est en danger quotidiennement. Le dimanche, comme les masses nocturnes dans Akio, à cause des scooters. Nous, la sécurité, on ne peut plus rien leur dire, les scooters. On va pas se mentir, maintenant, les jeunes, ils nous insultent. Parfois, ils nous menacent. On doit se coltiner ça tous les dimanches. Des scooters qui passent, qui coupent. On leur dit de ne pas couper le groupe. Ils veulent couper le groupe. Pour moi, clairement, la jeunesse ne respecte plus l'idée masse, l'esprit masse. On voit qu'il y a un manque de respect du groupe Akio même, je trouve. Nous avons fait un bitin pour nous amuser nous, pour nous faire un travail culturel. Et on voit que des gens qui on pense quand même que ça va plaire aussi, on va venir suivre nous comme ça. Mais eux-mêmes, qu'à risquer de faire qu'on joue, que nous morts, on blessé. Et ça, ils vont là, peut risquer d'arrêter rien qui pour ça. Voilà. Ok, on a compris et donc il faut faire attention effectivement. Il y a un autre problème encore qui a posé, c'est le problème à Timoun qui a venu dans masse là, qui a sorti à 10h de soir, 11h de soir. Et en ration gilante, professeur, quand c'est Timoun qui a dormi à l'école là parce que la famille n'a pas calé sur un carnaval là, ça à 11h de soir et ça aussi sont d'autres problèmes aussi. Il faut regarder. Bien, on va parler d'autre chose puisque c'est l'heure de la graine de créateur générique. Ananza, bonjour. Bonjour, Daniel. Bonne année. Bonne année. C'est la première fois que je te vois depuis le début. C'est ça. Il n'est pas encore le 31, on a encore le temps de dire bonne année. C'est ça, bien sûr. Alors, donc tu disais, donc, comment créer de la richesse et avec la gestion des achats? Explication. Alors, avant de rentrer dans la gestion des achats, je vais revenir un peu sur comment créer de la richesse. Parce que la dernière fois qu'on s'était vu, c'était l'année dernière quand même, sur le sujet, où je voulais rappeler quand même l'essentiel de ce qu'on avait vu, qui est quand même que, enfin, selon moi, la définition de la richesse, qui est que la richesse, c'est le résultat de votre vision, de vos valeurs, en fait, de ce qui fait sens à quelqu'un par rapport à ce que lui souhaite. Il y a une façon aussi de le reconnaître qui est très simple, c'est à partir du moment qu'on se sent bien, qu'on ressent une énergie, quand on fait quelque chose, etc. Mais je te parlais dans le sens global de la richesse. J'en avais énuméré certaines, donc j'avais énuméré la richesse culturelle, dont on a parlé tout à l'heure, comme quoi, la richesse personnelle, la richesse naturelle, et j'avais aussi parlé de la richesse financière, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, en revenant de des exemples de richesse financière, c'était le travail, l'argent, les actions. Donc, du coup, j'avais donné des outils pour savoir comment est-ce qu'on fait pour créer de la richesse financière, donc en travaillant, en créant des entreprises, en investissement, etc. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on revienne sur la gestion des achats ou la gestion des dépenses, parce que pour moi, la création de la richesse ne peut pas faire sens et ne peut pas exister si on ne gère pas correctement ses dépenses. Comme dit le proverbe. Exactement, parce qu'il y a un proverbe qui dit « calculer, faites avant compter ». Oui, c'est vrai. Voilà. Donc du coup, j'ai choisi d'en parler et je pense que c'est important de savoir à quel moment il faut qu'on puisse se poser la question de à quel moment il faut qu'on gère ses dépenses. Oui. Donc déjà, on doit gérer ses achats et ses dépenses à partir du moment qu'on veut dépenser.
dès qu'on veut dépenser de l'argent, il faut qu'on rentre dans une démarche où on se demande qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, comment. Mais en tant que personne ou en tant qu'entrepreneur? Alors pour moi, c'est les deux. Parce qu'effectivement, grain de richesse, on parle surtout d'entrepreneurs. Mais pour moi, les deux sont liés parce que ça fait partie des capacités ou des choses qu'on doit développer dans un comportement humain. Mais du coup, ça ramène sur le personnel aussi. Donc du coup, quand je parle de manière générale, il faut faire attention à ces dépenses. Dès qu'on veut dépenser de l'argent, personnel ou professionnel, alors que ce soit de manière régulière, même à des petits montants, hein, que ce soit de manière ponctuelle avec des gros montants ou des petits montants. Donc du coup, je voulais donner un petit exemple et je vais inviter tout le monde, donc même les personnes qui regardent aujourd'hui, à faire une petite visualisation et d'imaginer une petite bourse. Une petite bourse, ou même son porte-monnaie, parce que tout le monde a un porte-monnaie. Un porte-monnaie. C'est plutôt un porte-carte qu'on a. Oui, mais il y en a qui ont encore un porte-monnaie. Mais c'est une visualisation. On va jouer le jeu. D'accord. Donc un porte-monnaie. Donc dans le porte-monnaie, il y a un trou. De l'argent. Donc vous avez votre porte-monnaie avec un trou. Oui. Et vous déposez de la monnaie. Oui. À chaque fois que vous mettez de la monnaie, l'argent il disparaît et tombe. On le voit qu'il tombe du porte-monnaie là où il y a le trou. D'accord. Mais du coup, vous continuez à en mettre. Sauf que ça passera toujours de la même manière. On peut arrêter la visualisation. On verra que tant qu'on mettra de l'argent dans la bourse, dans le porte-monnaie, il y aura toujours de l'argent qui va sortir parce que du coup, il y a un trou. Donc du coup, il faut d'abord réparer. C'est ce qu'on appelle chiailler de l'eau en panier. Exactement. Exactement. Et c'est pour ça que gérer son achat ou gérer sa dépense, ben en fait, ça va de sens avec le fait de créer de la richesse. Parce que quel que soit ce que tu vas créer ou fournir comme effort pour créer de l'argent ou créer de la richesse financière, ben du coup, elle va tout de suite disparaître aussitôt que tu l'auras récupérée. Alors, je donne des exemples de à quel moment on peut avoir besoin de gérer nos achats. Donc, du coup, ben, dès qu'on fait de l'argent et qu'on se rend compte que on ne sait pas où il est passé, qu'on est toujours à découvert, ou toujours pauvre. Toujours en rouge. Exactement. Oui. On a aussi un exemple quand on a une baisse de chiffre d'affaires, ou de manière significative, pas forcément, mais en tout cas, qu'on l'ait préparé ou qu'on l'ait anticipé, qu'on le sache à l'avance ou pas, tout de suite, il va falloir adapter nos dépenses par rapport à la situation. Oui. Si on sait par exemple que dans 6 mois, on n'a pas de contrat qui sera renouvelé, ben, du coup, on va falloir qu'on commence à anticiper notre organisation financière. On peut aussi perdre notre travail, démissionner de travail et on n'a plus de revenus. Donc du coup, il va falloir aussi adapter la situation à ce moment-là. Quand on veut investir dans une entreprise, mais du coup, il faut mesurer combien on peut mettre, comment on peut mettre et qui est-ce qui peut nous aider, ou quelle procédure, où est-ce qu'on peut faire appel à des aides. Quand on veut construire une maison ou qu'on veut acheter un bien. Quand on veut épargner, parce que même si on veut épargner, mais qu'on ne pense pas à combien est-ce qu'on est capable de mettre mensuellement, par exemple, et bien, chaque fois qu'on aura un coup dur, on va récupérer toute l'épargne et ça ne va servir à rien. Donc, il vaut mieux prévoir combien on dépense tous les mois et le jour où on a un gros revenu, un petit peu plus, à ce moment-là, on le fera de manière ponctuelle. Mais d'abord, prévoir un montant qui soit fixe, mais qui ne soit pas trop onéreux, en tout cas qui nous permet d'être confortable. C'est ça la solution, en tout cas, de la gestion des achats. Quand on veut aussi se faire plaisir, voyager, il faut prévoir le budget. On va aller en Espagne, par exemple. Voilà, il faut prévoir un budget, il faut anticiper, il faut se dire ce qui est prévu et ce qui n'est pas prévu aussi. Il faut prévoir une enveloppe, ça peut être des fois le découvert qui va servir à anticiper le pas prévu. Et quand on veut prêter de l'argent, alors, quand on veut prêter de l'argent, il y en a plein des exemples. Alors, on veut prêter, c'est-à-dire faire un emprunt ou bien prêter à quelqu'un? Alors, quand on veut prêter à quelqu'un, quand on veut faire un emprunt, il faut s'assurer, qu'on veut faire un emprunt, qu'on puisse être solvable pour pouvoir rembourser la personne. Donc, il faut s'assurer qu'après, c'est bon. Mais si on veut prêter de l'argent à une personne, donc prendre son argent et le donner à la personne, il faut s'assurer qu'on est confortable quand même après. Parce que du coup, qu'est-ce qui va arriver? Alors, pour ma part, je ne fais plus ça. Pour être plus. Si jamais je dois... Même si on te demande de me prêter 2 €, tu ne peux pas. Je te donnerai 2 €. Ah, tu vas me donner 2 €. Je ne te prêterai pas. Ça va me créer des frustrations, tout ce qui va avec, je ne veux pas. Donc, du coup, moi, je ne prête pas. Oui. Si je peux, je vais te donner. Ça me fait sens, je vais te donner. Mais même si je devais prêter de l'argent, je prends un exemple, parce qu'on n'a pas fait encore, mais je prends un exemple. Si je devais prêter de l'argent, je vérifierai d'abord si moi, en fait, je n'aurais pas besoin de cet argent-là demain, parce que du coup, je serais obligée de demander à quelqu'un d'autre de l'aide.
à ce moment-là. D'accord. Donc, du coup, en fait, le but de la gestion des achats et des dépenses, c'est vraiment de se sentir confortable, quel que soit ce que vous prévoyez. D'accord. Parce que du coup, si on veut faire une action et qu'après il faut tout démonter pour tout reconstruire, ça ne fera pas de sens. En tout cas, ça va amener à une démotivation. Alors, le gros trou financier, il est où alors? Alors, le plus gros trou financier, il est un peu partout, mais le plus gros pour moi, alors c'est pour ma part, il se trouve dans les petites dépenses cumulées. Par exemple, tu prends un petit truc à 6 €, tu prends un petit truc à 5 €. Aujourd'hui, tu te donnes un budget journalier, par exemple, pour qu'on a mangé dehors de 10 €. Mais chaque fois que tu vas prendre à manger, c'est peut-être 13 €, 15 €. C'est pas très cher, 3, 4 €, 5 € en plus. Sauf que, en fait, tout cumulé à la fin du mois, tu dépasses largement le budget que tu avais prévu. Donc, du coup, pour certains, c'est être très près de ses finances. Ben, pour d'autres, c'est pouvoir tout préparer, tout anticiper pour que, justement, on soit le plus confortable possible. Et surtout, si on a des projets à venir, peu importe, en fait, ça permet de pouvoir se préparer à gérer les situations à venir. Mais alors, pourquoi il faut gérer ces achats? Alors, pourquoi il faut gérer ça? Comment les gérer? Alors, pour moi, d'abord, le pourquoi, parce que du coup, si tu sais pas pourquoi tu le fais, tu le feras pas, même si on te donne le comment. Le pourquoi, c'est d'abord, par exemple, il faut optimiser tes dépenses. Par exemple, si quelqu'un veut... moi, je parle de chef d'entreprise aujourd'hui. S'il doit faire beaucoup de commandes à l'extérieur et qu'au niveau des livraisons, il faut toujours payer Chronopost, etc. Ben, au lieu d'avoir 10 ou 20 livraisons par mois, moi, j'essaie de les réduire au maximum pour réduire les frais je ne sais plus qu'on avait de Chronopost ou de FedEx, peu importe. Payer sa trésorerie. Donc, alors, ce sont des cas que je prends pour une entreprise, mais on peut aussi les adapter pour un professionnel, un particulier. Payer sa trésorerie, aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires, ou en tout cas, on a un argent qui est sur le compte. Mais du coup, en faisant attention à ce qui va sortir et en gérant bien ses achats, on peut optimiser, on peut pérenniser sa trésorerie et qu'elle puisse plus longtemps durer. Je vais donner un exemple sur la fin. Je continue mon truc. Faire plus de bénéfices. Mais du coup, moins on va dépenser, plus le bénéfice sera important. Épargner. Donc, pour revenir un peu sur la raison de tout à l'heure. Se challenger et évoluer. Et au niveau de son développement personnel. Pour parler aussi de quand on dépense de l'argent. Et quand on sait dépenser son argent, même au niveau personnel, du coup, on a une évolution qui est quand même agréable parce que du coup, on se trouve libre de pouvoir faire autre chose demain avec cet argent-là. Moi, par exemple, j'ai arrêté de fumer. En fait, j'ai un budget qui s'est déployé devant moi. Et il passe à où alors le budget cigarette passe à quoi? Du coup, maintenant, je mange mieux. Ah. Parce qu'avant, je mangeais les chips quand je venais acheter mes paquets de cigarettes. À ce point. Donc, je ne mangeais pas plus que ça. Ouais. Et poser un cadre. De quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de ça? Est-ce que je n'ai pas besoin de ça? Savoir combien je peux investir. Mais en fait, poser un cadre, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'autoriser à faire plus, mais c'est juste que du coup, tu crées un cadre qui te permet de te protéger et préserver ta trésorerie pour gérer les situations à venir. D'accord. Et en créant des processus de développement. Alors, c'est l'exemple que je voulais donner tout à l'heure. Donc, on parle de stratégie, de développement, d'économie, d'études de marge prévisionnelle. Alors, c'est un exemple. Ça, c'est pour l'entreprise. C'est pour l'entreprise. Alors, ça se fait aussi dans les particuliers. Moi, j'ai commencé la première fois que j'étais étudiante, où je n'avais pas beaucoup de revenus. Et du coup, je marquais tous mes menus par jour. Ah. Et c'était écrit. Et c'est quand j'avais fait ma liste que je faisais mes courses. D'accord. Parce que quand on partait faire des courses, du coup, on prenait ceux qui étaient en promotion, mais on ne regardait pas forcément la dépense. Pareil, moi, je suis une ancienne coiffeuse, mais en fait, j'avais mon salon de coiffure. Et quand il y avait des fournisseurs qui passaient pour rajouter du stock dans les trucs, ils avaient toujours un produit nouveau que tu prenais pour essayer. Et puis au final, tu te retrouves à acheter des trucs dont tu n'as même pas besoin. Ou tes process n'ont pas besoin de ça. Et au final, tu crées un trou dans ton entreprise. Parce qu'on m'a raconté que dans le temps, des vendeurs passaient dans certaines régions de la Guadeloupe, il n'y avait pas d'électricité, ils vendaient des réfrigérateurs. Oui. Et les gens n'avaient pas de courant, mais ils doivent acheter un réfrigérateur. Mais si tu es conscient de ton cadre, justement, tu ne peux pas acheter ça. Ouais. Mais du coup, on n'avait pas ces ressources-là avant.
Donc il faut gérer ses achats. Il faut gérer ses achats, personnels ou professionnels. Alors, du coup, comment les gérer? Oui, alors comment les gérer justement? En fonction de quoi? En fonction de son budget ou bien en fonction de ses objectifs? Alors les deux. Pour moi, les deux se valent parce que des fois, on a des ressources qui sont limitées. Mais en fait, en ayant un projet, des fois, il y a des ressources qui sont autour qui peuvent venir se coller à un projet, comme on disait tout à l'heure, par rapport à un projet de film. Oui. Mais du coup, ça va sortir une chose. C'est juste que... Mais il ne faut pas tuer le projet. Oui. Parce qu'il n'y a pas forcément la ressource. Il faut y aller. Donc, du coup, comment les gérer? Alors, en gérant ses achats, donc j'en ai parlé tout à l'heure. Mais je vais donner un exemple de Netflix, parce que c'est un sujet qui est commun à tout le monde. Hein, donc, tout le monde a plus ou moins Netflix. Mais si on est un groupe de plusieurs personnes, donc il y en a qui ont Netflix, Disney+, il y en a un autre qui s'appelle Prime. Voilà. Prime. Mais supposons un groupe de 6, chacun prend un, et puis on se partage la connexion. Ça évite que chaque personne sorte 17 fois le nombre d'applications. Par exemple, aussi l'assurance conduction tacite. Moi, je payais une assurance de voiture 300 €. Tous les ans, ça s'élève. Et bien, un jour, j'ai stoppé ça. Et c'est là que je me suis rendu compte de la magie de la gestion des achats. Et bien, du coup, je payais après moins 50% de ce que je payais de base. Donc, partir du principe que ce qu'on paye, c'est la réalité, il faut toujours se dire, bon, mais du coup, peut-être que c'est moins cher ailleurs. Mais en tout cas, rechallenger tout le monde et remettre toutes les pendules à l'heure, même une fois par an, une fois tous les 2 ans, si on n'a pas envie de refaire ce travail-là. On peut aussi connaître la valeur de l'argent, savoir ce que c'est, parce que ce n'est que du papier. C'est du papier, mais qui permet aussi, ça a son importance, c'est une énergie, c'est ce qui permet aussi de pouvoir réaliser ou de troquer. C'est ce qui remplace un peu le troc qu'on faisait à l'époque, mais du coup, ne pas forcément le mettre plus en avant que l'humain ou les autres valeurs qui sont pour moi primaires. Face à l'argent. Alors, il y a une petite rumeur qui court depuis quelques mois, c'est que la situation financière de la France étant pas très bonne, les gens qui ont de l'argent à la banque ont intérêt à enlever cet argent et garder leur argent chez eux. Parce que demain, il peut y avoir un gros crash et puis tout disparaît. Sans laisser de traces. Alors, je n'ai pas les ressources pour pouvoir te répondre, mais je vais... C'est un financier qui m'a dit ça. Je peux répondre à ça, mais je jetterai un petit coup d'œil aussi. Ça m'intéresse. Alors, en payant ses dettes au plus tard à échéance pour éviter tout ce qui serait majoration ou pénalité. Oui, surtout les impôts. Voilà, parce que du coup, en ne payant pas, ça ne retire pas la dette, ça rajoute justement de l'argent à payer. Donc, du coup, la gestion de l'achat n'est pas pérennisée, n'est pas optimisée non plus. Je préfère à la rigueur conseiller de faire un tableau, un échéancier pour pouvoir payer en plusieurs fois. Anticiper les dépenses à venir. Donc, je parlais des courses, mais on peut le mettre à plus grande échelle. Bien sûr. Être cohérent et être avec son pouvoir et ses besoins d'achat. Ben oui, si on ne peut pas acheter quelque chose, ne pas l'acheter. Ça évitera de se mettre dans des situations difficiles. En posant un cadre, de quoi j'ai besoin, mais j'ai dit tout à l'heure, et bien sûr, en créant des process. Alors ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais insister dessus par rapport surtout aux entreprises. Plus vous allez cadrer vos entreprises et ce que vous allez faire autour, plus il y aura du bénéfice et plus le travail sera facilité. Quelqu'un pourra intégrer demain et ça sera aussi plus facile au niveau de la formation qu'elle intègre son poste et que l'argent puisse se faire plus rapidement. Question quand même, est-ce qu'il faut plus acheter au comptant ou à crédit? Alors, ça dépend de la trésorerie de chacun, ça dépend du crédit et ça dépend aussi du pouvoir d'achat de la personne qui entreprend. Je ne peux pas donner de réponse comme ça dépend vraiment du cas. D'accord. Ça dépend vraiment du cas. Mais si c'est du crédit, forcément, il y aura des frais de... Non, parce qu'on dit qu'on achète au comptant, on immobilise une grosse somme, oui, et on bloque d'autres coûts d'investissement qui peuvent s'étaler sur le temps. Je crois que ça dépend du cas. Mais il y aura toujours... si c'est un crédit, il y aura toujours un taux à rembourser. Donc, du coup, ça... Si vous regardez que financièrement, c'est mieux d'acheter comptant. Mais si c'est pour pérenniser, pour pouvoir créer de la richesse par la suite... ou acquérir quelque chose qui est très onéreux, il vaut mieux le prendre en crédit. C'est pour ça que je dis que c'est plus par rapport au cas. Alors, l'aide aux gens qui regardent et qui ont besoin d'un coup de main dans ce domaine, comment on fait? Alors du coup, moi je peux aider. Alors ça dépend de la situation, mais comment je peux aider? Que vous soyez entrepreneur, association, collectivité ou particulier, vous pouvez prendre contact avec moi et je peux accompagner sur tout ce qui sera stratégie de pilotage et de gestion d'entreprise. Sur du coaching pour des particuliers ou des cadres ou des dirigeants et pour permettre justement d'accompagner de manière personnalisée pour optimiser ses ressources. Et le numéro de téléphone pareil là?
Alors, le numéro de téléphone, c'est 06 90 35 68 40. Merci Ananza. Et puis j'espère que les gens qui ont regardé vont tenir compte de cette façon de créer de la richesse et des achats. On fait un petit retour sur nos invités d'aujourd'hui. Michel Mado, président de la commission de développement culturel du patrimoine pour le Vibrasong ce week-end, samedi. Exactement, il paraît que toutes les places sont déjà prises. Donc, Marie-Claude, même si tu voulais y aller, au prix là. Hein. Ouais. Bon, par contre, le film de Marie-Claude Pernel, Je danse, donc je pense. Non, je pense, donc je danse. Non, je danse, donc je suis. Et c'est jeudi. Oui, jeudi à 20h. À 20h. Il reste des places quand même? Oui, je pense. Hein. C'est une séance de cinéma. Il y a 300 places. 300 places. Et puis on a fait un petit point avec Ananda sur la richesse et la gestion des achats. On revient à l'actualité avec Iman rapidement. Au niveau de l'actualité, on a parlé d'exposition sur le Coran qui a eu lieu sur la commune du Gosier, une façon de mieux comprendre l'histoire de l'islam. Il était aussi question des donneurs de sang. On les a remerciés avec une remise de diplôme pour les féliciter de leur régularité. On se rappelle que la transfusion, il n'y a pas d'alternative à ça et c'est important de donner son sang. On a parlé aussi de la 18e édition sur Petit-Bourg des Rondes Vertes, l'occasion de faire des randonnées, balades en VTT, marche, trail, ouvert à tous. Il était question de la 70e édition du Rhône Trophy avec une affaire de radiation d'un pilote, une affaire qui n'est pas encore terminée. On a parlé de l'événement Sois belle et fais-toi, donc 4e édition sur la commune de Goyave, donc un événement au féminin pour empouvoirer les femmes. Et il était question de cet accident de scooter du carnaval en lien avec le groupe Akio, donc qui a eu lieu samedi soir. Voilà. Focus du jour, je crois que c'est sur Martin Luther King, je crois que c'est l'anniversaire de sa mort, si je me trompe, ou de sa naissance. On va voir ça tout de suite. Martin, oui, c'est ça, le 15 janvier 2024, il est né, on est le 15 janvier aujourd'hui. Martin Luther King, c'est cet homme qui s'est battu pendant très longtemps pour les droits de l'homme et finalement c'est un militant non violent afro-américain pour les droits civiques, un militant pour la paix contre la pauvreté. Le 28 août 63, il prononce un célèbre discours intitulé, et tout le monde s'en souvient, I Have a Dream, devant le Lincoln Memorial à Washington, durant la marche pour l'emploi et la liberté. Martin Luther King fut le plus jeune lauréat prix Nobel de la paix en 1964 pour sa lutte non violente contre la ségrégation raciale et pour la paix. Il commencera une campagne contre la guerre du Vietnam et la pauvreté interrompue par son assassinat le 4 avril 1968. En 1977, il se voit décerner quand même à titre posthume la médaille présidentielle de la liberté. En 1978, le prix des droits de l'homme des Nations Unies. En 2004, la médaille d'or du Congrès. Il a été assassiné, il avait seulement 39 ans. Voilà. Et le proverbe du jour, Ziyam, ka suiv gol, effectivement, bien sûr, parce qu'il y a un pays qui a monté à dingue, c'est l'hérédité, l'héritage culturel. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, oui. Tu voulais dire? Juste pour dire, aujourd'hui c'est le Blue Monday. Je ne sais pas si tout le monde... Blue Monday. Ah, bah, c'est quoi exactement? Alors le Blue Monday, c'est le 3e lundi de janvier, qui est le jour le plus déprimant de l'année, apparemment. Ah bon? Ouais, c'est ce qui est dit, selon... C'est pas un jour à célébrer alors? Selon une étude d'un psychologue britannique, parce que les bonnes résolutions commencent à partir, on est post-Noël, on attend la paye avec impatience, voilà, c'est le jour le plus déprimant de l'année. Ok, on va essayer de ne pas s'en souvenir. Voilà, il est exactement 13h57 minutes. Voilà. On remercie tous ces gens qui sont venus nous voir aujourd'hui. Marie-Claude qui est encore là, Nansa, Michel Mado et NCO, le musicien. Et rendez-vous samedi, tu y seras? Il n'y a plus de place. Bon, mais on peut y aller quand même. On peut y aller en tant que presse, oui, sûrement. Oui, en tant que journaliste, on a la possibilité d'y aller. C'est ça peut-être notre chance. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Résultat, rendez-vous demain à partir de 12h30. On sera le 16 et on sera mardi. Voilà, à demain.